Bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette présentation, c'est de partager tout simplement l'expérience pratique que l'on a vécue dans le secteur de l'ameublement et dans le cadre de l'expérimentation nationale de l'affichage environnemental. Et du coup, j'en profite aussi pour remercier les organisateurs de permettre cet échange et ce débat d'idées. Alors, en termes de présentation, simplement ce que je voulais dire, c'est que FCBA est une société privée qui fait partie d'un réseau des centres techniques industriels, et de par ce statut, nous avons une mission particulière d'accompagnement de certains secteurs professionnels qui sont ceux de la première et deuxième transformation du bois, donc tout ce qui va être scierie, emballage, construction bois, et d'accompagnement du secteur de l'ameublement qui a la particularité d'être un secteur multimatériaux. Nous avons un certain nombre de métiers mis à disposition de ces entreprises-là, qui sont des métiers de réalisation d'essais sécurité, d'essais mécaniques, d'essais chimiques, une activité de certification, soit de composants ou de produits, et puis une activité, comme on va le voir juste après, de conseil en conception, innovation et puis développement durable. Le contexte pour l'ameublement en termes de réglementation environnementale est le suivant, c'est que depuis les lois Grenelle 1 et 2, la pression est relativement forte sur cette industrie, puisque au moins 3 articles de loi les intéressent de très près depuis 4-5 ans maintenant. Je vous les cite juste ici à titre d'information. Le premier article de la loi Grenelle qui les préoccupe énormément en ce moment, c'est la mise en place d'une filière de collecte et de traitement du mobilier usagé, au même titre qu'il en existe déjà pour un certain nombre de produits. La filière est en train de se structurer. 2 éco-organismes sont ou ont été créés, et donc ça, en ce moment, c'est la priorité numéro 1 de l'industrie du meuble, en termes environnementaux, bien sûr, mais aussi en termes économiques. 2 autres articles de la loi Grenelle les intéressent aussi. L'un concerne l'affichage environnemental et l'autre est le pendant en termes sanitaires, qui est celui de l'étiquetage des émissions de polluants volatiles. Donc depuis 2009 maintenant, ces 3 articles de la loi Grenelle occupent beaucoup les préoccupations des industriels, mais il n'empêche que depuis février 2009, depuis que l'ADEME et la FNOR ont créé le groupe de travail 2009, les industriels du secteur de l'ameublement se sont investis pour avancer sur la réflexion de l'affichage environnemental pour leur catégorie de produits. Et en 2 ans, 3 référentiels ont été publiés qui concernent du coup tout le mobilier en bois, tous les produits de literie, c'est-à-dire matelas et sommiers, et puis tout ce que l'on appelle les sièges rembourrés, donc de type canapé, clic-clac ou BZ. Donc ce premier travail a été relativement long, mais ça n'était entre guillemets qu'un travail théorique. Et justement, l'initiative du ministère de l'écologie de lancer une expérimentation nationale de l'affichage environnemental était l'opportunité de passer à une application pratique de cet affichage environnemental. Donc dans ce cadre-là, un secteur industriel s'est détaché du lot, c'est celui de la literie qui avait été moteur dès le début sur l'affichage environnemental. Et donc nous avons monté un programme et répondu à l'appel d'offres du ministère de l'écologie sous la dénomination Exalive. Donc 6 entreprises ont participé à ce programme-là. Les logos doivent certainement plus vous parler que les noms des entreprises. Donc nous avions dans ce programme-là 2 gros distributeurs, But et Conforama, et puis 4 fabricants français de literie qui vendent et qui distribuent des marques que vous connaissez sûrement, de type Bultex, Simons ou Dunlopillo. La volonté principale de ces entreprises au départ, c'était surtout d'anticiper une réglementation possible et de voir comment pratiquement ils pouvaient se mettre en ordre de marche dans le cadre d'une mise en application réglementaire à court terme. La première originalité qu'on a eue dans le cadre de ce programme-là, ça a été de faire travailler pendant 1 an et demi ensemble à la fois des distributeurs avec leurs fournisseurs, avec toutes les relations complexes qu'il peut y avoir entre un donneur d'ordre et puis son fournisseur, et puis aussi de faire travailler des fabricants ensemble qui, pour certains, peuvent être concurrents car sur exactement les mêmes marchés et les mêmes clients. La préparation de ce programme-là a été relativement longue, puisqu'on a essayé au maximum de respecter le cahier des charges du ministère, et en parallèle, nous avons respecté et suivi toutes les règles édictées par le référentiel qui concerne le secteur de la literie.
Donc nous avons eu recours bien entendu à des calculs d'ACV et nous avons mis en œuvre l'affichage des 3 indicateurs préconisés dans ces référentiels que sont l'effet de serre, l'acidification et puis l'eutrophisation. Et puis au cours de ces 6 mois de préparation, nous avons essayé d'impliquer les différents services qui pouvaient être concernés dans le cadre d'une entreprise, que ce soit les services techniques, bureaux d'études, conception, production, les services commerciaux et marketing, à la fois dans la collecte des données et puis dans l'élaboration de ces fameuses étiquettes. Et ensuite, nous avons, avec notre partenaire Opcube, réalisé 2 enquêtes en magasin et sur le web pour avoir un retour des consommateurs. Donc voici concrètement ce qu'a donné l'expérimentation. Elle a concerné une centaine de produits, environ 75% de matelas et 25% de sommiers. Les étiquettes ont été affichées dans 26 magasins répartis sur la France métropolitaine et puis sur les sites internet des différents distributeurs. Et nous avons, sur les 12 mois, testé consécutivement 2 formats d'étiquettes relativement différents. Vous avez ici, sur la gauche, un format qui permet aux consommateurs d'avoir non seulement les valeurs absolues des 3 indicateurs obligatoires pour l'affichage environnemental, mais aussi une lecture plus rapide à travers une note globale, ici sous forme d'échelle de couleurs. Et puis dans un second temps, compte tenu des premiers résultats des enquêtes consommateurs que nous avions eues, les industriels ont opté pour une seconde version qui ne faisait plus apparaître que les valeurs absolues des indicateurs d'impact, mais ces valeurs absolues étaient placées elles aussi sur des échelles de couleurs pour que le consommateur puisse avoir une idée de l'importance ou non de la valeur qui était affichée. Les retours consommateurs sont relativement intéressants. On pourra peut-être en discuter plus en avant après au niveau des échanges. Ce que l'on peut dire, c'est que, comme l'a dit la personne juste avant moi, c'est que la note globale a intéressé fortement les consommateurs. Néanmoins, dans la formule que l'on avait retenue ici, c'est-à-dire la formule échelle de couleur type et étiquette énergie, un certain nombre de consommateurs ont confondu justement cette note globale avec la signification qu'elle peut avoir pour une étiquette énergie. Donc, note globale intéressante, mais attention à la confusion possible dans la compréhension de cette note-là. Et par contre, pour la deuxième version de l'étiquette, la très grande majorité des consommateurs a considéré qu'elle était facile, voire très facile à comprendre. Fort de cette expérience-là, on en a tiré un certain nombre de conclusions qui ont été adressées au ministère de l'écologie pour participer à finalement la capitalisation des différentes expérimentations. Ce que l'on a noté principalement, c'est que le consommateur, en tout cas pour des produits de literie, a l'air de plébisciter un affichage plutôt en magasin. Sur les 2 étiquettes que vous avez vues juste avant, les dimensions étaient relativement significatives puisqu'elles faisaient soit 20 cm par 7, soit pratiquement 29 cm par 10 cm de large. Par contre, un intérêt moins important, ou en tout cas que l'on a moins noté, pour un affichage sur Internet et encore moins pour un affichage sur catalogue et sur des supports type application mobile. Ce que l'on en a retiré aussi, c'est que la majorité des consommateurs sont intéressés par cet affichage environnemental, mais qu'ils n'en feraient pas a priori à court terme un outil de décision dans l'acte d'achat. Fort de ces expériences-là, le retour des industriels est mitigé, c'est-à-dire qu'il était très intéressant de participer à cette expérience-là. Il n'empêche que leur conclusion est de dire qu'avant d'envisager une application réglementaire de l'affichage environnemental, il existe encore un certain nombre d'étapes ou de marches à franchir qui sont absolument essentielles pour, en tout cas, ces industriels-là. Vous en avez quelques-unes qui sont citées ici. La première, c'est que finalement, le dernier maillon de la chaîne de l'affichage environnemental en magasin, c'est le vendeur. Et malheureusement, le vendeur est l'étape de la chaîne qui est la plus difficile à atteindre et la plus difficile à sensibiliser. À titre d'exemple, une personne d'une entreprise de la literie s'est rendue dans un magasin incognito et a demandé à un vendeur s'il pouvait avoir plus d'informations sur l'étiquette environnementale qu'il avait sous les yeux, sachant que normalement ce vendeur avait été formé. Et la réponse à peu près textuelle du vendeur, ça a été « il ne faut pas regarder l'étiquette, ça ne veut rien dire ».
ce qui était un peu dommage. Le deuxième enjeu absolument fondamental pour les industriels de la laiterie, mais pour tous les industriels, en tout cas du secteur de l'ameublement, c'est la mise à disposition à la fois d'outils adaptés, d'outils très simplifiés, fiables, et adossé à ces outils-là, la mise à disposition d'une base de données publique qui, elle aussi, est adaptée par rapport aux besoins de ce secteur. Puisqu'aujourd'hui, le retour d'expérience de ces industriels-là, c'est de dire que l'approche ACV, telle qu'on peut la concevoir en tant que scientifique ou en tant qu'environnementaliste, est encore trop complexe et que ça n'est pas forcément aujourd'hui encore un outil qui est industriel. Et enfin, dernier point qu'on a fait émerger de cette expérience-là, c'est que le contrôle tierce partie apparaît comme incontournable, à la fois pour garantir la fiabilité des informations auprès du consommateur et pour garantir la fiabilité des données qui sont fournies par les industriels. Je vous remercie. Oui, bonjour, Khalil Khalifa de la société ACV+. Au niveau du mobilier précisément, il y a une norme NF, je n'ai pas les références, mais qui est très utilisée par les industriels dans les appels d'offres, et qui est assez détaillée en termes de contenu au niveau des critères, aussi bien environnementaux que non environnementaux. Par exemple, le contenu recyclé, par exemple, le nombre de pièces, des choses comme ça, la provenance du bois. Je trouve que le contenu de cette norme, il est assez rigoureux par rapport au référentiel de l'affichage. Comment, pour vous, en tant que FCBA et spécialiste certainement dans les deux approches, est-ce que vous pensez que l'affichage environnemental apporte une valeur ajoutée, une crédibilité par rapport à ce qui existe déjà? Merci pour la question. Elle est complexe. Alors, effectivement, nous sommes l'organisme accrédité pour délivrer la marque NF Environnement. Cette marque-là peut s'appliquer à la fois pour du mobilier domestique et du mobilier professionnel. Pratiquement, depuis qu'elle existe, ça fait plus de 15 ans maintenant, on doit avoir 98% des produits certifiés qui sont des produits du secteur professionnel. Et là, effectivement, c'est très utilisé dans le cadre d'appels d'offres publics ou de grands donneurs d'ordre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les fabricants de mobilier domestique, c'est-à-dire le mobilier que nous, en tant que consommateurs, on peut acheter en magasin ou sur Internet, n'est pas utilisé. Et l'une des raisons principales, a priori, c'est que le consommateur ne voit pas en cette marque-là une plus-value et une valeur ajoutée. Donc, dans ce cadre particulier du mobilier domestique, on peut imaginer que potentiellement l'affichage environnemental peut être un complément à la marque NF Environnement. Claire Schmitt de la société Alstom. Dans la deuxième version de votre affichage environnemental, vous montrez une présentation du score en valeur absolue dans le cadre d'une échelle de couleurs. Et je voulais savoir comment vous aviez pris les références entre le minimum, enfin, un produit qui va avoir un impact très fort, un produit qui va avoir un impact faible et la moyenne. On a fait le plus simplement possible, c'est-à-dire qu'on avait un échantillon d'une centaine de produits. Et pour la catégorie matelas, on a pris à chaque fois la note la plus basse et la note la plus faible. Et on a fait une répartition équitable entre le minimum et le maximum. Merci. I think the last one here. And then I have a question. Okay. Thank you. Should I speak in French? As you want. Okay. Right. So basically, the question is that you're referring about a new indicator for consumers. And at this point, there are three issues I see. The first one is in terms of impact. When you were making a study and making this environmental labeling, do you get some information to the consumers to say, God, what is going to be the impact for you to use this kind of product or not? On the other hand, you were mentioning the fact that you have resistance with the sellers and at the end of the chain. Do you get some training on change management included with the training itself, which is kind of why it's not working, because they're getting resistant because nobody explained to them why it's interested in doing it? And the first aspect of it is, yeah, in terms of the cost-benefit analysis for the producers, was it more interesting for them to actually change the way they're producing them in terms of LCA, in terms of changing their processes, lean processes, for instance? Was that more interesting for them to get into this? Thank you. Okay.
I'm not sure I understand the first part of the questions, but maybe you can repeat it afterwards. Regarding the cellars, what we did was something quite practical, is that all the commercial staffs of the manufacturers went in all the shops to train the sellers. So the commercial people were in charge of this part, and it was a part of the experiment to see how the sellers could cope with this information. So what we did at the beginning was to train the commercial staffs of the manufacturers to understand what is environmental labeling, how it is done, and why we're doing this experiment, and how it could be interesting for them to support this initiative. It's not just about training, it's really about change management techniques. Yeah. No, we didn't involve ourselves in this part because of the schedule of the experiment. It would have been too long, and the selling staffs were not interested as a first experiment to do this kind of project. Probably that could have changed the end result in the end, because that would have made a different perspective for them. Maybe, yes. And I think the point that you raise is a very good one, that the sorts of changes that processes like this do imply for companies down the road is capacity building. And I think we'll get into that in some more detail, so thanks for raising that. So please, my question was also a little bit in this area, was we focus a lot on consumers. Are there any particular things that you'd recommend that be done to help the businesses do this? Because it seems to me that there's also a gap there that we need to address. What tools are needed to help build awareness and, if necessary, change management down the road for business to actually apply these tools and understand them? Effectivement, l'une des conclusions de cette étude-là, si je veux traduire un peu ce que nous a dit un responsable commercial, c'est « Ne vous en faites pas, le jour où le consommateur sera intéressé par les aspects environnementaux de nos produits, on saura s'y mettre ». Aujourd'hui, techniquement, ce qui manque aux industriels, c'est la mise à disposition d'un outil simplifié, de bases de données adaptées. Et depuis le temps que ces industriels s'impliquent sur le sujet, compte tenu de leur taille et de leurs moyens, on sent aujourd'hui une certaine lassitude s'installer, qui est due notamment au fait que ça fait 4 ans maintenant qu'ils s'impliquent, et notamment au fait que pour l'instant, au niveau industriel, ils ne savent toujours pas si l'affichage deviendra ou non réglementaire et à quelle échéance. Donc d'un point de vue très technique, c'est la priorité des priorités, la mise à disposition d'outils. Et d'un point de vue marketing, mais qui devient aussi technique, c'est la définition de un ou de plusieurs formats d'affichage qui soient acceptés par l'ensemble de la profession. Parce qu'aujourd'hui, le risque clairement qui existe, en tout cas dans notre secteur, c'est qu'un industriel ou un fabricant décide de s'y mettre tout seul. Et si chacun s'y met tout seul, on aboutira à une multitude de formats d'étiquettes différents qui brouilleraient complètement le message auprès du consommateur. Et à ce moment-là, on passera complètement à côté de l'objectif même de l'article de la loi. Great, thank you very much. Please join me in thanking Emily.